Voilà, très heureux de vous retrouver en cet après-midi dans le hall 2.2, stand B24, Village Semences. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Face à nous aujourd'hui, face à vous, alimentation et environnement dans nos territoires. L'alimentation et l'environnement durable constituent une porte d'entrée de plus en plus empruntée pour la mise en mouvement des territoires. Au cours de cette émission, nous allons voir comment nos élus locaux se saisissent de la question sur leur territoire. À mes côtés, Jean-Pierre Grand, sénateur de l'Hérault. Jean-Pierre Grand, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bertrand Ringot. Bertrand Ringot, vous êtes maire de Gravelines, vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque et conseiller départemental du Nord. Et enfin, Thierry Vincent, vous êtes maire de Saint-Amand-Montron, président de la communauté de communes Cœur de France. Messieurs, j'ai une toute première question qui s'adresse à vous trois. Les collectivités territoriales se saisissent de plus en plus des questions alimentaires et environnementales. Quels sont vos champs d'action et vos devoirs, car c'est finalement très peu connu du grand public. Qui veut répondre à cette première question? Bertrand. Bien, d'abord, les collectivités ont les outils réglementaires en termes de plans locaux d'urbanisme, en termes de schémas de cohérence territoriale. Donc il leur appartient de définir précisément la place de l'agriculture qu'ils souhaitent avoir sur leur territoire intercommunal. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est lié à l'alimentation. Je pense bien sûr aux enfants, mais pas seulement, aux personnes âgées, dans les maisons de retraite. Donc il faut faire en sorte de bâtir, autant que faire se peut, des circuits courts et de faire travailler sur un plan local ou sur un plan littoral, voire régional, l'ensemble des producteurs présents. Donc nous avons à bien regarder quand même pas mal de leviers. Ça peut-être pas été toujours utilisé autant qu'aujourd'hui, mais je pense qu'on a vraiment une volonté chez les élus locaux de manière générale de se saisir de ce sujet, car il est créateur d'emplois, il est créateur d'attractivité, et puis c'est aussi le paysage, l'agriculture. Je pense qu'il faut aussi avoir cela en tête. Jean-Pierre Grand. Oui, effectivement, c'est un vrai défi, et surtout pour nous dans les zones urbaines, où nous avons compris maintenant depuis longtemps, et nous l'avons, comme l'a dit mon collègue, nous l'avons appliqué au travers de nos PLU et au travers de tous les documents d'urbanisme. Nous avons souhaité maintenir une agriculture de proximité, et naturellement de qualité, proximité-qualité. Elle a un double avantage. D'abord, ça respecte les terres agricoles, ça respecte l'agriculture, et puis ça respecte aussi l'environnement. Et donc c'est plus agréable d'avoir à portée de vue des vignes et des vergers. Ce que nous faisons aussi, bien sûr, c'est que nous avons introduit depuis fort longtemps dans nos établissements scolaires maternels et primaires la nourriture, l'alimentation bio. Pourquoi l'avons-nous fait? Parce que nous considérons qu'il faut éduquer les enfants au goût et il faut les éduquer aux bons produits. 80% des enfants scolarisés dans les écoles vont dans la restauration scolaire. Donc on a une responsabilité majeure, parce que nous savons que nos collectivités, c'est peut-être le seul bon repas de la journée que les enfants prennent. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la société d'aujourd'hui. Donc on a une responsabilité. Et tout ce qui est haute valeur environnementale, les produits bio, nous sommes extrêmement attentifs. Les circuits courts, comme l'a dit notre collègue, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Dans les nouveaux quartiers et dans les écoquartiers, nous créons des vergers avec naturellement la vente sur place des produits. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et enfin, il faut que nous soyons extrêmement vigilants sur la production des produits bio que nous achetons, parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, malheureusement, même si la loi a mis le plafond, enfin le plafond minimum à 20%, nous savons que la production ne suffit pas. Et donc il faut voir d'où proviennent les produits, parce que moi je pense que les produits qui viennent d'un peu loin, d'abord en empreinte carbone c'est pas terrible, et puis en qualité on n'a aucune garantie. Voilà pourquoi c'est sur place qu'il faut que nos productions soient réalisées. Après on reviendra, Jean-Pierre Grand, sur le travail du Sénat, si vous le voulez bien, qui me paraît extrêmement important. Thierry Vincent, sur cette question,
Alors nous, à Saint-Amand-Montrond, au cœur de la France, nous sommes engagés en 2010 dans une politique de Smart City et de Green City. Et en fait, donc, nous sommes appuyés justement sur les outils dont nous disposions, c'est-à-dire un abattoir, un marché hyper dynamique. Et donc, nous avons développé justement, comme le disait donc le sénateur ou notre ami donc du nord de la France, eh bien une politique de consommation et d'accès à une alimentation de circuits courts, circuits bio. Et c'est ça qui est le plus important, parce qu'en fait nous sommes dans un territoire éminemment rural, donc il serait quand même très surprenant en fait qu'on dispose pas d'outils en fait de proximité. Et puis on a développé avec les supermarchés aussi donc cette vente de produits de circuits courts. Et ça c'est important parce que chez nous les supermarchés ont joué le jeu et tous les produits que l'on trouve chez les petits commerçants ou sur le marché du samedi et du mercredi, eh bien on les trouve aussi en supermarché. Ouais, donc circuit court, ce qui veut dire environnement aussi, hein, on est d'accord. Thierry Vincent, dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'urbanisme intercommunal, la ville de Saint-Amand-Montrond souhaite consacrer 8 hectares au maraîchage. Alors j'étais très surpris de voir cette info parce que ça me paraît assez original. Oui, mais comme le disait tout à l'heure Bertrand Ringot et puis le sénateur Jean-Pierre Grand, on a un outil qui s'appelle le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc nous on a fait aussi le PLH. Et donc moi j'ai choisi de sanctuariser une partie de terre à l'intérieur de la ville qui était autrefois des zones maraîchères et qui avaient été peu à peu abandonnées. Et donc on a choisi de restaurer cette vocation et en partenariat avec la Chambre d'agriculture du Cher et puis la SAFER. Et donc nous avons décidé de donner à des entreprises donc maraîchères, plutôt bio ou de méthodes raisonnées, d'agriculture raisonnée, donc 8 hectares au cœur de la ville. Jean-Pierre Grand, le Sénat, les commissions au Sénat, comment elles abordent ces questions d'alimentation et d'environnement? Le Sénat, d'abord, c'est le représentant des territoires. Et qui dit territoire, dit environnement, dit agriculture. Et puis, il y a des combats très importants. Aujourd'hui, nous parlons, si j'ai bien compris, de la qualité des productions et des qualités biologiques à haute valeur environnementale. Moi, je vais vous prendre un exemple. Les distorsions de concurrence, ce n'est pas qu'une affaire économique. Certes, c'est une affaire économique et de distorsion de concurrence pour nos producteurs. Mais c'est aussi une distorsion de qualité. Parce que quand des pays frontaliers peuvent utiliser des insecticides ou pesticides qui sont interdits en France, en France, on mange leur production. Hein? Voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Alors il y a une distorsion économique, mais il y a aussi un problème sanitaire. Bertrand Ringot, vous nous montriez des photos tout à l'heure en préparant cette émission. Et il y a une anecdote, alors je ne sais pas si je peux le dire, avec cet homme qui était l'un des responsables de la centrale nucléaire qui est sur votre commune et qui s'est refait une santé. Vous pouvez me raconter cette anecdote dans le fromage? Oui. Donc, ça me paraît très intéressant, ça. Comme vous le savez, chers collègues, je suis maire de Gravelines, c'est quand même pas la spécialité, l'agriculture de cette commune. Pour autant, j'ai un canton à proximité qui est très rural. Et donc, j'ai des éleveurs, j'ai l'Onne Plage avec des éleveurs de porcs, des éleveurs de moutons. Et j'ai également, non loin de mon canton, la commune de Bergues, avec une confrérie, la confrérie du fromage de Bergues. C'est aussi une spécialité de fromage, cette fois-ci, bien connue au niveau régional et aussi, je crois, au niveau national. Et il y a désormais un ancien dirigeant de la centrale nucléaire de Gravelines, Jean Casier, pour ne pas le citer, qui fait partie de cette confrérie et qui anime le salon d'agriculture et d'autres manifestations de ce type. Donc voilà, c'est intéressant de voir le lien qui existe entre l'industrie, un grand dirigeant, mais aussi l'agriculture. Finalement, le territoire, c'est un tout.
C'est pas plus quelque chose qu'autre chose. Je crois que ce qui fait la diversité et la richesse d'un territoire, c'est être en capacité, comme l'ont dit mes collègues, de faire cohabiter l'agriculture au développement économique, au développement de l'habitat, car tout ça, c'est aussi le développement touristique et plus globalement l'attractivité de la France. Alors, le chef de l'État, le président de la République, l'a annoncé sur ce salon, il veut réformer la PAC, la politique agricole commune. Le Premier ministre, lui, parle de besoin de recrutement massif du secteur. Quel est, en un tour de table, votre sentiment aux uns et aux autres? Qui veut commencer? Jean-Pierre Grand. La politique agricole commune a fait ses preuves. Si on n'avait pas la politique agricole commune, et au moment du débat européen, il faut le rappeler, l'agriculture française ne serait plus l'agriculture française. Et naturellement, nous serions aujourd'hui pas forcément dans l'autosuffisance alimentaire et on ferait appel à des productions lointaines, voire des productions incertaines. Donc je crois qu'aujourd'hui, dans le débat européen qui va s'ouvrir, il faut rappeler le poids de l'Europe pour défendre notre agriculture et l'autosuffisance alimentaire de l'Europe et de la France en particulier. Thierry Vincent? Oui, alors, vu d'un petit maire, on va dire, moi j'aspire à un patriotisme économique dans le domaine agricole et au niveau européen, bien sûr, parce qu'en fait, on le sait que dans le domaine économique, nous sommes un des plus gros marchés du monde, et en fait, on est quelque part assez faible sur le plan international en matière d'action. C'est le sentiment de quelqu'un qui vient d'un petit territoire très loin, en dessous des radars de la PAC. Thierry, un petit maire, n'oubliez pas et n'oublions pas qu'un petit maire avec des guillemets, vous êtes les artisans et les maçons de notre territoire national, me semble-t-il. C'est vrai, c'est vrai. Mais des fois, on a l'impression d'être un peu le paillasson de la République. Ah. Donc voilà. D'accord, mais au moins c'est dit. Bertrand Ringot, sur la réforme de la PAC et le besoin de recrutement massif dans le secteur, je cite le Premier ministre. De mon point de vue, ce qui est parfois choquant, c'est de voir des cultivateurs qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Ça, il y a vraiment un sujet. Je pense qu'il y a une réflexion à mener. Si on veut garder des exploitations sur tout le territoire français, quelle que soit la qualité agricole du terrain où on se trouve, je pense qu'il faut trouver une solution pour qu'il y ait un revenu minimum chez les cultivateurs. Mais oui, quelque part, on ne peut pas imaginer qu'un cultivateur n'arrive pas à sortir un salaire décent de son métier, compte tenu des contraintes auxquelles il est soumis. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation pour moi qui est majeure. Et alors, là, je m'adresse aux deux maires. En termes de recrutement, est-ce que c'est faisable ou réalisable pour vous? Largement, parce qu'en fait, je crois qu'il ne faut pas oublier qui sont à l'origine de la vie de tout un peuple. Notre territoire, il survit, il ne vit que grâce à la nourriture qui est produite ici. Donc il y a un moment, il faut savoir, c'est un peu comme les notions d'outils primaires ou secondaires ou de transformation. S'il n'y a pas de matière première, eh bien, après, on ne peut pas avoir de transformation. Donc l'agriculture, c'est la matière première essentielle de la France et de l'Europe. Et puis on est aussi sur une trame de fond, je ne vais pas dire que c'est là. Ce serait un peu dur de dire ça, mais pour être un peu provocateur, on n'est pas vers la fin du salariat, mais quand même on a un mouvement de fond dans notre pays vers l'entreprise, vers l'auto-entrepreneuriat, vers être indépendant. Enfin, je le ressens chez les jeunes. J'ai beaucoup de jeunes qui me disent nous on ne conçoit pas de faire 10, 20, 30 ans dans la même société. Pourtant il y a des grosses sociétés chez nous. Ils ont envie d'avoir un projet, une entreprise, et je crois que dans le domaine de l'agriculture, il y a des affaires à reprendre, même lorsqu'on n'est pas fils de cultivateur. Si on a été formé, il y a des bonnes écoles d'agriculture. Si on a pu être formé, je pense qu'on peut avoir un bel avenir en créant ou en reprenant une activité agricole. Jean-Pierre Grand, quelques mots pour en terminer? Oui, la transmission, comme me le soufflait mon collègue, est quelque chose d'important, mais peut-être qu'il faudrait réfléchir à l'échelon national, en négociation avec Bruxelles, à rendre nos activités agricoles en zone franche. Considérer quelque part qu'une zone franche globale qui permettrait effectivement de redresser l'agriculture et de redonner aux agriculteurs un salaire décent. Voilà, c'était donc les Hauts-de-France, l'Occitanie,
Cœur de France. Vous ne bougez pas, dans quelques minutes, je vous retrouve toujours autour de cette même thématique, alimentation et environnement dans nos territoires, avec Isabelle Kerkhoff et Vincent Labarthe. A tout de suite.